Élu dans Robertval en 70, Robert Lamontagne milite pour une implication des jeunes en politique et au développement régional. Député libéral, il devient vice-président de l'Assemblée nationale, puis whip en chef de l'opposition. Sa plus grande réalisation demeure l'implantation d'une usine de pâte et papier à Saint-Félicien. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour. Là, on approchait du référendum de 80. Vous aviez gagné la confiance de votre chef, M. Ryan, et vous vous donnez toutes sortes de missions, entre autres d'aller faire le lien avec les autres partis politiques dans le camp du non, qu'ils soient fédéraux ou du Québec. C'est que le gouvernement fédéral libéral avait formé un comité du non. Donc, le comité du non, on ne pouvait pas avoir deux comités du non, il fallait qu'il y en ait un qu'un. Il ne pouvait pas en avoir un comité du non fédéral et un comité du non provincial. Mais on n'était pas tellement renseigné sur ce qui se passait du côté fédéral. Fait qu'on a réussi à avoir des informations, c'est presque secret. Il nous jouait dans le dos, c'est le cas de le dire, au provincial. Nous autres, on avait un chef. Le chef du provincial était obligatoirement, par la loi, le chef du non. On ne pouvait pas avoir de comité parallèle. Ça fait que M. Ryan, il dit, ce qu'on fait avec ça, bien, ce qu'on fait avec ça, M. Ryan, il va falloir les voir, pas de bon sens, on ne peut pas continuer. Ben, on va y voir. Ils allaient venir avec moi. Là, il dit, rencontrer le chef à chef, vous n'avez pas besoin de personne. Ah, il dit, on va rencontrer le comité. Fait que je suis allé. Ça, c'est un de mes souvenirs importants, pas trop connus. Mais il y en a que ceux qui étaient là, cette assemblée-là, sont encore vivants, ils savent de quoi je parle. En fait que, M. Ryan, quand on est arrivé à cette assemblée-là, c'était M. Lalonde qui était là. Marc Lalonde. Marc Lalonde. C'était lui qui était là. Et d'autres. Mais c'est lui le porte-parole. Puis, on va vous dire la confiance que M. Ryan, là, il me l'a prouvé en pas mal. Ça fait quand on est pour rentrer dans la salle, il dit « Je suis pas capable de parler ». Mais là, il dit « Vous parlerez ». Mais là, M. Ryan, je peux pas, c'est vous. Parler, je suis pas capable. Il dit « T'es trop malin ». Ça fait que Marc Lalonde commence à parler, puis il s'adressait à M. Ryan, évidemment. Mais c'est moi qui lui répondais. Fait que, bon, après 2-3 questions, il se tourne vers moi, il dit à Robert, il dit après, c'est toi qu'il faut que je parle? Il dit sans doute, peut-être. Parlez-moi. Fait que là, ça a été bien carré. J'ai dit au nom du chef qui est à côté, là, on vous demande officiellement d'arrêter ce comité-là immédiatement. Il y a un comité du non, vous n'avez pas le droit, qu'elle soit cachée ou non. Nous, on ne veut pas d'affaires cachées, on veut avoir un comité public qui soit bien reconnu par la loi. Et c'est M. Ryan qui est le président. Si vous voulez venir rentrer dans le comité, vous rentrez, mais par la grand pas. Alors, ça a été... mais on a gagné. Ça fait que ils ont compris que ça ne marchait pas. Ça fait que là, mes liens avec M. Ryan ont augmenté encore. Mais ça donnait des relations, parfois, avec des frictions dans ce comité-là. Le fait que... les fédéraux voulaient avoir leur place. C'est normal. C'est pour ça que le Parti québécois, quand il a dit les deux parapluies, il n'était pas fou. Hein? Le oui, pour eux, le Parti québécois, c'était très simple, tout seul. Mais nous, tous les partis étaient fédéralistes, mais c'était tous des adversaires. Puis là, ils reviennent, nous autres. Comment ils vont faire pour tout regrouper ce monde-là sous le même parapluie? C'était dur. Fait que d'abord, régler le Code fédéral, qu'on a réussi, cependant. Puis là, c'était Jean Chrétien qui est devenu avec M. Ryan dans le temps. Pas parce que c'était une bonne team qui marchait très bien, mais c'était ça. Et ensuite, bien là, il fallait réunir les autres partis.
enfin l'Union nationale, Parti créditiste. Moi, j'ai surtout, de mon côté, entrepris à la demande de M. Ryan des tractations avec Camille Sanson. Camille Sanson puis moi, sur une tribune, c'était pas pire, bien sûr. On faisait... Une bonne équipe. Hein? On faisait une bonne équipe. Ensuite, le comité du non envoyait Camille ailleurs. Et moi, une fois, entre autres, je suis allé remplacer Camille Sanson dans son propre comté. Je suis allé faire 7-8 discours dans la même journée. J'étais reçu là, comme un pape, là, puis c'était tous des créditistes qui me recevaient, là. Moi, mon rôle, entre autres, c'était, je suis mené, la question référendaire était très longue, hein? Puis moi, dans mon discours, je prenais mon temps pour la lire, puis là, je disais que c'était trop long, hein, qu'elle était beaucoup trop longue, puis je déchirais la question. La première fois que je l'ai faite, Camille Sanson, il en a presque perdu son dentier. On trouvait ça bien drôle. Mais il fallait le faire rire aussi, là. La question référendaire, nous, on ne la connaissait pas. Hein, personne ne la connaissait, nous. Mais elle a été rendue publique par le premier ministre René Lévesque à 2 heures l'après-midi à l'Assemblée nationale. C'était bondé. Mais en vertu des conventions, il fallait qu'il transmette la question au chef de l'opposition avant, une couple d'heures avant. En fait que nous, notre caucus était réuni aux parlementaires dans une salle et moi, j'ai été chargé par le chef d'aller chercher la question référendaire auprès du premier ministre René Lévesque. Je suis monté. Hein. Puis là, on sait bien que je n'ai pas lu la question en redescendant. Hein. Puis là, j'ai remis l'enveloppe à M. Ryan dans le caucus. Là, on est au bout de la table, puis M. Ryan, l'enveloppe, lit. Il vient blême, il ne se comprend pas. On n'avait pas prévu du tout la question référendaire, cette longueur de questions. En fait, on s'en va, si je me souviens bien, c'est le mois de décembre, le 20 décembre, quelque chose comme ça. La présentation, la question référendaire à l'Assemblée nationale par le premier ministre René Lévesque. Il y a une tension dans la salle, ça n'a pas de bon sens. Moi, le chef, à l'Assemblée nationale, je suis assis en arrière du chef. Ça fait que j'y parle aussi. C'était ça. Je parlais beaucoup à M. Ryan à l'Assemblée nationale. En fait que là, on regarde ce qui se passe. À un moment donné, une anecdote, je ne sais pas si là, vous l'ont déjà conté, on voit M. Parizeau, que je voyais de bien, avec un papier donné à Morin, son collègue. Claude Morin. Claude Morin. Un coup de papier. M. Parizeau se lève, devant tout le monde, salue le président et se retire. Et là, je dis à M. Ryan, il vient de se passer quelque chose. J'ai dit, M. Parizeau n'est pas d'accord avec la question. En fait que j'ai dit, je vais sortir, puis je vais aller voir ce qui se passe là. Ah, ben, il dit, oui, oui. Ben, moi, je sors, moi, ici. Là, M. Parizeau était au parlementaire, pas de bonne humeur. C'est là qu'on a appris, pour faire une histoire courte, c'est que la question référendaire avait été rédigée dans la nuit. Et que nous, on l'a même su avant les députés du Parti québécois. Ça, en fait, pas tout le monde qui était favorable, dont M. Parizeau. En fait, la question référendaire, à cette époque, et nous, on ne l'a pas trouvé drôle du tout. Ça nous a bien influencé négativement. On ne savait pas comment combattre une question comme ça. On n'a pas fait une belle performance à l'Assemblée nationale. Et votre campagne n'a pas très bien débuté non plus parce que la première assemblée du non, c'était à Chicoutimi. Choisir Chicoutimi pour lancer un débat référendaire, Chicoutimi, il ne savait jamais, ça ne disait pas de députés libéraux, jamais. Puis on se part de là, on n'aura pas la clientèle qu'on veut, certains, nos amis ne seront pas là. Fait que c'est bien beau, moi j'emmenais des autobus de mon coin, mais ça ne suffisait pas pour avoir 6 000 personnes comme l'Arena pouvait contenir, au moins 4 000. Fait que ça avait été un demi-succès comme lancé. Et ensuite, ça fonctionne. Quand on est 4-5 partis ensemble, dont le fédéral là-dedans, ça n'allait pas bien. Et curieusement, c'est qu'un peu sauvé, à mon avis, la vie de plusieurs, c'est les Yvettes. C'est ça qui a solidifié tout d'un coup. Et d'ailleurs, dans votre comté, dans votre région, votre comté précisément, vous avez réussi à attirer un millier de femmes. Oui, à Saint-Félicien, chez moi. Mais les hommes n'étaient pas admis. Mais quand même, ça a été extraordinaire.
Mais du côté, dans le comté Roberval, ça a été la plus grosse assemblée hors Québec-Montréal des Yvettes a eu lieu à Saint-Félicien. Et toutes les femmes de prestige à ce moment-là étaient présentes à Saint-Félicien et prenaient la parole. Ça a été extraordinaire. Ça ne nous a pas fait gagner, mais au moins, on a eu cette réunion-là extraordinaire à Saint-Félicien. En fait que ça a été ça. Ça n'a pas été facile, le référendum. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'étais le seul député libéral. Et je n'avais pas le droit de parole. Il n'y a pas un journaliste qui me questionnait, M. Montagne. Pourtant, j'étais député. Blackout, raide. On ne me parlait pas. Tellement que... Puis là, on n'avait pas de budget pour pouvoir parler à la télévision, donc j'avais pas de moyens de parole, sauf aller parler paroisse en paroisse, par 50 personnes à la fois. Tandis qu'à radio, télévision, on n'avait pas le budget pour faire ça. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose. On était dans la région de Péribonca, une réunion. Puis là, il y avait des journalistes de Montréal qui étaient là. Puis un journaliste qui me demande mon opinion. J'ai dit, vous me demandez mon opinion? Vous n'êtes pas au courant comment ça marche au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Vous n'avez pas le droit de me demander mon opinion. C'est un blackout. Vous êtes le premier journaliste qui m'a demandé. C'est vrai ce que je compte là. Ça a été épouvantable dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été un blackout. Moi, j'avais beaucoup de misère. C'est pour ça que ça a été un oui dans notre région, comme on sait d'ailleurs. C'était bien reconnu, mais quand même, j'ai trouvé, je le répète, après tant d'années, 20 ans, 32 ans, beaucoup de mesquinerie à mon endroit, en endroit du côté fédéraliste dans notre région à l'occasion du référendum. On aurait pu être autrement puis gagner pareil. Il faut gagner avec honneur, ce qu'on n'a pas fait dans le temps dans notre région. Monsieur Ryan a été critiqué pour avoir eu une attitude triomphaliste dans son discours le soir du référendum. Est-ce que vous avez la même analyse? Peut-être c'est la façon de s'exprimer de M. Ryan, mais disons que c'était pas le moment d'être trop triomphaliste, de gagner avec humilité. Il y en a qui ont beaucoup reproché et on a dit par après, on peut perdre en gagnant. Et peut-être que c'est ça qui nous est arrivé en cours de route, parce qu'on avait tout pour gagner l'élection en 81, mais peut-être que la population a dit on fait perdre le Parti québécois le référendum, mais on va le maintenir au pouvoir. Hein? Et puis, il faut dire que la campagne du non, ça n'avait pas été facile d'avoir 5-6 partis ensemble, regroupés continuellement. Il y a eu des heurts là-dedans, puis autant du côté du chef, et tout ne faisait pas son affaire, puis avec raison. C'était dur à contrôler. On avait beau faire notre possible. Dans votre région, M. Ryan a analysé le résultat à l'effet que la majorité des souverainistes était dû à une carence de l'information. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? C'est évident que M. Ryan n'a pas voulu dire qu'on ne comprenait pas le bon sens. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il veut dire que l'information qui était transmise ne se rendait pas tout à fait comme on souhaitait qu'elle se rende. C'était rigoureusement exact. Mais même si c'était exact, ça a été dit et perçu comme ça. Et ça confirme une fois de plus qu'en politique, la perception est aussi importante que l'action. Ah, plus importante. Bien plus importante. On le réalise tout au long. Là. Puis on dit ça souvent, j'ai été mal interprété, mais c'est trop tard. C'est la phrase qui a été dite au moment où elle a été dite, même si ce n'est pas la bonne. Le monde a passé à d'autres choses. Alors, dans le cas de M. Ryan, 2 items. Celui-là que vous venez de mentionner, et le soir du triomphe, où le Québec tout entier regarde et scrute, analyse. Hein? Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, dépendant du camp où on était. Mais là, au Québec, on avait gagné 60-40. C'était une grande victoire. Il ne fallait pas trop d'en mettre. C'était assez. Le vote suffisait. Une personne qui a fait campagne au référendum de 80, c'est M. Bourassa, mais d'une façon, je dirais, très, pas timide, mais aura le terrain. D'abord, M. Bourassa, en 1980, oui, il a travaillé pour le référendum beaucoup,
à différents niveaux, à la radio. Je ne peux pas dire que M. Ryan aimait beaucoup ça, là, en passant. Là. Leur amitié est née beaucoup plus tard, mais elle a été sincère beaucoup plus tard. Mais entre autres, M. Bourassa m'a appelé pendant le référendum. Il est venu chez moi à Saint-Félicien. On est allé à plusieurs endroits ensemble. C'était très, très bien reçu. Mais je ne connais pas le fond de sa pensée, mais au moment où ça se passait, lui, il était convaincu que M. Ryan gagnerait la prochaine élection. Il voulait retourner en politique, mais pas comme député. C'était ça, un gros débat également. M. Bourassa... Ah, vous me l'apprenez, là. Ah oui, M. Bourassa voulait revenir en politique, mais pas prendre la place de M. Ryan. M. Ryan avait de la misère avec ça, beaucoup. Hein? M. Bourassa, c'est un politicien, il ne vivait que pour la politique. Hein? Pas M. Ryan. M. Ryan, il avait été élu démocratiquement, il remplaçait M. Bourassa, mais M. Bourassa, lui, la politique, c'était ça. Mais il était de plus en plus visible dans les rangs des libéraux après le référendum. Oui. Après le référendum, mais lentement. Par exemple, en 1900, il a fait sa première sortie au Colisée de Québec en 1978 lors du congrès au leadership nommant Claude Ryan. Parce que nous, les organisateurs, on voulait que tous les chefs, les ex-chefs viennent. Ça fait que ça avait été compliqué. M. Lesage, M. Bourassa. Ça fait que M. Bourassa, il acceptait, mais pas trop. Il avait peur de se faire huer. Puis justement, Jean-Claude Rivet qui l'accompagnait. Il était rendu au Colisée, il ne voulait pas rentrer. Fait qu'en fin de compte, bon, je viens de sorti dehors, l'encourager, ça va bien aller, compter là-dessus, voyons. En fait, il était rentré. Puis là, il y avait eu une ovation. Ah, ça avait été, pour lui, extraordinaire. Fait que ça a été un premier pas. Mais il n'était pas là pour nuire, M. Bourassa. Il ne voulait pas nuire ni à M. Ryan, ni à personne d'autre. D'ailleurs, il l'a prouvé par la suite avec M. Ryan. Mais vous étiez toujours, malgré, là, la contestation a commencé tranquillement contre M. Ryan, surtout après l'élection de 81. Mais après le référendum, il y en a qui étaient plus ou moins contents de la manière qu'il avait lieu, mais quand même, c'était le chef. Là, on entrait définitivement en période électorale, parce que l'élection avait lieu en 1976, on était déjà rendu là en 1980, donc on était... On approchait vos élections. On approchait, donc les rangs se resserraient bien comme il faut, là, puis... il n'y avait pas de contestation envers M. Ryan. Puis on avait des bons sondages envers nous. Ça a bien été jusqu'au déclenchement des élections, presque. Me souviens, à veille du déclenchement des élections, on savait tous que les élections étaient pour être déclenchées. Claude Charon, qui était vis-à-vis, était venu de mon côté. Puis il avait dit, Robert, ben là, je vais peut-être avoir ton siège dans 30 jours. Il dit, oui, tu es bien assis dessus, des farces, tout ça. Là. Parce que les autres aussi étaient sûrs de perdre. On est au début, au déclenchement des élections. Mais vous aviez des enjeux régionaux et vous avez essayé de faire revivre le projet de la rivière à Chouapou-Chouane, un vieux projet d'Hydro-Québec qui avait été mis en veilleuse et je ne sais pas, mais... On croyait beaucoup à ça. Moi, il y avait du pour, du contre. Moi, j'étais évidemment de ceux qui étaient pour. Mon slogan de la campagne électorale 81, c'était « La montagne, l'énergie, l'avenir ». Moi, ça a toujours été ça. Moi, je n'étais pas là pour sauver des poissons. J'étais là pour donner à manger au monde. Enfin, j'ai dit, il y en a qui vont faire d'autres choses, mais Seigneur, nos richesses naturelles, on est capable de les développer même en protégeant l'environnement sous toutes ses formes. Tu sais, la richesse du Québec, c'est l'hydroélectricité. Enfin, j'ai dit, on a, nous autres, le maximum dans notre coin, essayons de bien faire les choses, mais développons ce qu'on a. Sans ça, le monde va s'en aller de chez nous. Bon. Mais Hydro-Québec, il ne croyait pas tellement à ce projet-là. Hydro-Québec a dépensé au moins 30 millions en études pour ce projet-là. Avait ouvert un bureau à Saint-Félicien. Je n'étais pas dans le beurre, moi, là. Je croyais sincèrement qu'Hydro-Québec, tranquillement, avançait pour nous proposer une façon d'enarcher la rivière à Chouapou-Chouane d'une façon responsable. Évidemment, tout le monde était favorable à ce que ce soit très bien fait. Mais de là à ne pas le faire, moi, j'étais contre ça. Moi, je voulais absolument qu'on développe nos richesses. Vous aviez comme adversaire en 81 Michel Gauthier, le fils de Jean. Ah, oui.
celui que vous aviez battu. Ouais. Ça donnait une campagne particulière. Une campagne sobre aussi, du côté de Michel Gauthier, avec qui on a gardé des liens, comme avec son père après. Parce que moi, j'ai toujours été beaucoup de respect envers mes adversaires. L'adversaire, mais jamais ennemi. C'est sacré, ça. Une fois qu'on a gagné ou perdu, il faut être capable de se rencontrer et de continuer. Ce qu'on a fait dans le cas de Michel Gauthier et moi, pour de nombreuses années par la suite. Mais là, vous avez décidé, après votre défaite, que la politique, c'était fini? Ah, bien, écoutez, j'avais 47 ans. Avec là, j'avais été notaire, puis j'avais été député. Puis là, il fallait que je fasse quelque chose. Moi, j'avais une famille, et puis là, la politique, là, c'est pas la place pour se mettre riche, ça, contrairement à ce qui pense. Fait que fallait que je gagne. Fait que là, j'étais à 47 ans. En passant, moi, si le Parti libéral perdait, je ne voulais pas gagner. Parce que s'il perdait, moi, j'aimais autant perdre puis recommencer ma carrière. Fait que c'est pas facile après, mais comme j'avais été whip du Parti libéral et j'avais rencontré tellement de monde qui avait perdu, je m'étais juré que moi, là, je vais savoir perdre. J'étais bien pratiqué à perdre. Et je pense que j'ai été un excellent perdant. Féliciter, remercier tout le monde. Mais en même temps, bien, ceci étant dit, là, on peut décrocher les téléphones. Il n'y a plus personne qui vous appelle, c'est sûr. Fait que là, que je fais? Bien, là, ça faisait 11 ans que je ne pratiquais pas le notariat. C'était difficile pour moi de continuer. Puis là, il est arrivé, j'ai eu un appel du président d'une maison de courtage qui m'a demandé de devenir courtier en valeurs mobilières. Mais là, j'ai dit, je peux pas, je suis notaire de profession. Bien, c'est justement pour ça que je t'appelle, parce qu'on veut des notaires, des comptables pour... En fin de compte, j'ai accepté. Et je peux vous dire que ça a été difficile d'abord suivre mon cours après une défaite. Il fallait que je sois en 1981. Je m'étais retiré à Montréal pour étudier, parce que décompresser, pas vivre ça trop intensément dans mon milieu. Passer des examens en 81, à l'automne 81. Enfin, ça a été très dur. Et également, c'est comme si j'arrivais dans une profession nouvelle dans mon milieu. Personne ne connaissait, ne savait pas de quoi je parlais. Donc c'est dur. Même au point de vue salarial, c'était pas bon du tout. Fait que là, j'ai entrepris de donner des cours aux adultes en même temps que je commençais, j'apprenais mon métier. Il fallait apprendre son métier. Et je donnais des cours du soir dans différentes villes par l'instrument du cégep. Fait que de même, je me suis fait connaître en donnant des cours. J'en donnais 3 soirs par semaine. En rétrospective, à vos 11 années en politique, là, quelle réflexion vous faites là-dessus? Ah ben moi, je trouve, là, j'ai fait une carrière politique que j'ai bien aimée. Tous les moments... Passionnante. Passionnante, tout le temps. J'ai eu la confiance de mes chefs. J'ai eu de mes collègues en temps et lieu qui m'ont reconnu, qui ont voté pour moi à scrutin secret, qui m'ont toujours entouré. Et tout au long, jusqu'à la fin. Et après 1981, ben justement, comme j'avais été actif dans le Parti libéral, ils m'ont demandé de retourner au sein de l'exécutif du Parti libéral. Mais là, je ne voulais pas, moi. Il fallait que je gagne ma vie, là. C'était pas facile. Fin du compte, j'ai accepté de me présenter, mais je vais me présenter, il fallait se présenter pour être élu. Mais j'ai dit, moi, je ne fais pas de campagne. Fait que j'ai été élu vice-président du Parti libéral. Fait que là, je partais de Saint-Félicien, bénévole, mais il payait mes dépenses de voyage, mais j'étais le seul de l'extérieur de Montréal qui siégeait sur l'exécutif. Puis c'est là qu'est arrivé le retour de M. Bourassa, que moi, je n'avais pas prévu pour un. C'est lui qui me l'a annoncé. Il m'avait fait venir chez lui à sa résidence à Outremont. Fait que, il dit, c'est que tu penses, je me lançais en politique. Puis j'avais dit, tu sais que je ne savais pas, moi. Ça dépend de vous, là. C'est l'avenir, pas le passé. En tout cas, on s'était convenu de certaines choses. J'avais proposé un organisateur qui ne disait pas, c'était Marc-Yvan Côté. Hein? C'est moi qui ai donné ce nom-là. Mais M. Bourassa, il pensait me représenter. Ah non, non. Mais moi, c'est terminé ma vie politique. Là, je vais essayer de gagner ma vie maintenant. Ouais.
Justement, en 85, est-ce que vous avez été sollicité pour un retour? Oui, mais moi, ça ne m'intéressait plus du tout. Pourquoi? Non. Moi, c'était coupé. Pourtant, le vent était favorable aux libéraux. Mais quand même. C'était plus une question de vent. Moi, j'avais fait 11 ans, puis sortir de ça physiquement, là, c'était dur, physiquement. Tu sais, c'est des grands comtés. Et nous, contrairement à un député de Montréal, on fallait s'occuper de tous les ministères. On était continuellement, 7 jours par semaine, et on était très demandé à être présent dans les villes et paroisses. Puis quand on n'y allait pas pour toutes sortes de bonnes raisons, bon, le monde n'aimait pas ça. Il fallait être le plus possible, être présent. Donc, c'était une vie très pleine. Mais une fois, là, quand c'est fini, c'est fini. Hein, Bon, vous aviez mis une croix sur un retour comme député, mais auriez-vous souhaité, comme les libéraux avaient pris le pouvoir, qu'on vous offre un poste dans un organisme public? On m'en a offert souvent. Oui, on m'a offert d'aller travailler dans des bureaux importants au gouvernement. J'ai toujours refusé. Ça ne m'intéressait pas. J'ai favorisé la nomination de d'autres, mais pas la mienne. Vous suivez encore la politique? De très près. Très près. Pas toujours de bonne humeur, mais de très près pareil. On vient peut-être qu'en vieillissant, on a de la misère à concilier. Mais surtout, il ne faut pas juger la politique actuelle avec celle que j'ai vécue. Moi, elle est totalement différente. Enfin, moi, j'étais content de ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûr que je me retrouverais dans ce milieu-là actuel. Nous autres, par exemple, toutes les contestations qu'on a connues dans la rue, on ne connaissait pas ça. Nous autres, de temps en temps, une manifestation syndicale, mais raisonnable. Mais c'était surtout à l'Assemblée nationale. Mais là, c'est autre temps, autre mœurs. La politique, il faut s'adapter, mais ce que je pense, il va être de plus en plus difficile de convaincre des gens à entrer en politique. Pourquoi? C'est trop dur et il y a trop de mesquinerie. Aujourd'hui, avec tous les médias sociaux, il peut se dire n'importe quoi et vous ne pouvez pas corriger ça. Vous pouvez dire n'importe quelle erreur là-dessus et aller répéter des centaines, des milliers de fois. Et vous n'avez aucun moyen de corriger là. Ça peut détruire votre réputation dans un instant. On n'avait pas ça, nous. Dieu soit loué. Vous, comme député, quelles sont les réalisations, les projets qui vous ont donné le plus de fierté? Le plus de fierté, disons, l'implantation de Donahue à Saint-Félicien. C'est sûr que c'est un projet. Hein? Et l'implantation d'un cégep dans le comté Roberval. L'implantation du cégep, parce que c'était une bataille assez importante, parce qu'il y en avait déjà 3 dans la région. Je ne peux pas dire que ça en prenait un 4e, mais quand même. On luttait, puis on avait toute une équipe. Moi, mon rôle était politique, évidemment. Et les autres, il y avait des gens qui construisaient des dossiers. C'est une de mes grandes fiertés, parce que ça a permis aux jeunes de rester chez nous. Moi, je suis parti pensionnaire à l'âge 10 ans et demi, 11 ans, parti pensionnaire. Tandis que mes enfants, à Saint-Félicien, qui ont connu le cégep, à 18 ans, ils étaient encore là, puis un beau cégep. Mais ce qui était drôle dans le cégep Saint-Félicien, ça prend des options, un cégep. Ça vit d'options. Mais des options. On ne pouvait pas en enlever aux autres. Ils ne voulaient pas y perdre. Il fallait donc que ce soit des nouvelles options. Il y a eu les sciences naturelles, l'environnement. Il n'y a pas personne qui voulait de ça au Québec dans ce temps-là. Ce cégep de Saint-Félicien a pris ça, lui. Qu'il est devenu, avec le temps, l'un des cégeps les plus réputés au niveau du développement des sciences naturelles. Ça, c'est des grandes fiertés. Quand on se sent utile, qu'on est fier dans le coin. C'est ça. C'est ça, la vie politique. Il faut être utile. Sinon, on ne mérite pas d'être là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.